Elle compte parmi les voix émergentes de la scène littéraire contemporaine d'Irlande du Nord. Jan Carson est née et vit à Belfast, où elle anime des ateliers artistiques. Depuis une dizaine d'années, elle publie des romans, des recueils de nouvelles et de micro-fictions. Mardi 28 juin 2022, la librairie Ombre Blanche accueillait l'autrice lors de la 18e édition du Marathon des mots, autour de la parution en français chez Sabine Vespizer de son livre « Les lanceurs de feu », lauréat de l'édition 2019 du prix de littérature de l'Union européenne et finaliste du Dalkey Book Prize. Elle y sonde les racines profondes du conflit nord-irlandais dans le Belfast de l'été 2014. Bien, merci. C'est un plaisir de vous voir aussi nombreux avec nous ce soir pour accueillir Jan ou Jan Jan It's Jan. Jan. J, yeah. Jan Carson, dont le premier, le premier roman traduit, non pas le premier roman écrit, est paru cet automne chez Sabine Vespizer. Il s'appelle Les Lanceurs de Feu. Et c'est un roman extrêmement impressionnant. On va essayer de voir ensemble en quoi. En ce qu'il suit plusieurs traces narratives et c'est une lecture extrêmement enrichissante, mais aussi parfois éprouvante par les multiples réalités qu'il nous donne à voir, entre autres sur la situation de l'Irlande il y a seulement quelques années, de l'Irlande du Nord et de Belfast plus précisément. Alors merci Jan d'être avec nous ce soir. Et je vais présenter rapidement le livre, le début de la trame en fait, parce que c'est un livre qui est assez malaisé à résumer. Je ne voudrais pas vous gâcher votre plaisir parce que c'est aussi un livre extrêmement romanesque où il se passe beaucoup de choses, où on a beaucoup de surprises. Donc on est à Belfast, on est à l'été de 2014, il y a une canicule exceptionnelle qui est tombée sur la ville dès le mois de juin. C'est à peu près une quinzaine d'années après la fin de ce que les anglo-saxons appellent les Troubles, ce que nous on appelait le conflit nord-irlandais, je crois que c'est comme ça qu'on disait. Et c'est quelques semaines avant la célébration rituelle du 12 juillet, qui est quelque chose, et Jan, arrêtez-moi si je dis une bêtise, comme une célébration, une fête mémorielle des protestants, donc de la partie de la population de Belfast, qui est favorable à la Grande-Bretagne et au Royaume-Uni. Donc, traditionnellement, le soir du 12 juillet, le 12 juillet, il y a une grande parade des loyalistes dans la ville, et la veille, pour préparer cette parade, il y a d'immenses feux de joie qui sont érigés dans toute la ville et qui célèbrent donc la victoire du comte d'Orange, si je me souviens bien. Voilà, sauf que cette année-là, et c'est en grande partie de la fiction, il y a énormément de feux, de joie qui commencent dès la fin juin dans cette ville qui est complètement assommée par la canicule. Alors, il y a une très forte dimension humaine, personnelle dans le roman, puisqu'on va suivre avant tout le trajet de deux hommes dans cette ville pendant 3 mois, le mois de juin, juillet et août. Mais il y a pourtant un troisième personnage, c'est la ville de Belfast en elle-même. Et c'est même pas la ville de Belfast, en fait, c'est plus précisément le quartier est de Belfast, dont on ne sort quasiment jamais, et où les habitants qui ne sont pas des protestants, donc des catholiques, sont j'allais dire, presque à peine évoqués. Et cette complexité, on met du temps à se rendre compte qu'on ne va parler que d'un petit morceau de Belfast, et cette complexité n'est pas forcément évidente à comprendre pour nous Français. Et j'en prends pour exemple la première phrase du deuxième chapitre, qui est le chapitre commence ainsi: ça c'est Belfast, point. Ce n'est pas Belfast. Alors je pense que peut-être on pourrait commencer par expliquer ce qui est Belfast, ce qui n'est pas Belfast, et pourquoi cette formulation aussi lapidaire. Okay. First of all, can I say it is an absolute delight to be here in Toulouse. I don't know a soul in this city, so I'm just delighted that so many of you have turned out and you're all smiling at me as well. So thank you for that. This book, Les Lanceurs de Feu, is primarily an exploration of how we use language and how we use the voice and how we talk.
And the thing about the Northern Irish story is that words are very flexible. They can mean lots of different things. So there isn't one version of the story of what happened in Northern Ireland. I pause, and this is Orly who is translating for me. Can we give her a round of applause, because it's amazing to have a translator. Do you want to translate? So there's no one version of the story in Northern Ireland. If you go to Belfast and you ask a taxi driver what happened here during the Troubles, it very much depends which taxi driver you ask as to what version you will get. There's a Protestant version, a narrative, or a nationalist version, a working class version, a rich people's version. And so the first section of the book explores that kind of nebulous idea of language and truth. How do you tell a story when no one agrees on the facts of it? Often when people come to visit Northern Ireland, they say, "Where is the Museum of the Troubles?" We have been trying to build a museum for 25 years, but nobody can agree on what will go into the museum. So there's no fixed idea of truth in Northern Ireland, and this book explores that idea. Alors déjà, je voudrais vous dire à quel point je suis absolument ravie d'être ici à Toulouse. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux et aussi souriants. Merci beaucoup. Alors, le livre les lanceurs de feu, c'est une exploration en fait de l'utilisation du langage, de la voix, la manière dont on parle. Il faut savoir qu'en Irlande du Nord, les mots sont très flexibles. Ils ont la possibilité de signifier plusieurs choses différentes. Et donc, il n'y a pas une seule version de l'histoire nord-irlandaise. Si vous allez à Belfast et que vous demandez à un taxi qu'est-ce qui s'est passé ici pendant les conflits, eh bien, la réponse que vous obtiendrez dépendra du conducteur de taxi à qui vous avez posé la question, s'il est protestant, catholique, nationaliste, si c'est quelqu'un qui appartient à la classe ouvrière, si c'est quelqu'un qui est riche. Donc vraiment, il y a toute une part du roman qui traite et du langage et de la vérité, et comment raconter une histoire alors que personne n'est même d'accord sur les faits eux-mêmes. Quand les gens viennent visiter l'Irlande du Nord, ils demandent souvent mais où est-ce qu'il est le musée des conflits, et en fait c'est pas qu'on n'y a pas pensé, mais c'est qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce qu'on va y mettre dans ce musée. Donc il n'existe toujours pas, et c'est assez difficile du coup d'avoir une idée fixe et figée de la vérité en Irlande du Nord, et c'est ça que le livre explore. And even when it comes to the facts of our history, the things that we know definitely happened, the perceptions of what those facts mean are very different from one side to the other. So, for example, in my community, the Protestant community, something like the First World War was a badge of honour. We went to fight for our country, we died for our country. We're very proud of that. So when it came to the anniversary, we wanted to celebrate that, the centenary. For the nationalist community, the Catholic community, a lot of Irish men volunteered to fight for Britain during the war, feeling that would allow them more say into how the country was divided up or perceived after they'd served. And they came back from the First World War, and partition happened a few years later, and land was taken off them. So the anniversary of the First World War is a desperate shame for them. They want an apology. So there is one historical event with two very, very different understandings of it. And what do you do when you come to celebrate something like that? Do you apologise or do you celebrate? Même pour ce qui est des faits historiques avérés, c'est compliqué de dire clairement ce qui s'est passé, parce que tout est une question de perception, et la perception n'est pas la même en fonction qu'on se trouve d'un côté ou de l'autre du conflit. Par exemple, dans ma communauté, chez les protestants, la Première Guerre mondiale est vue comme quelque chose de très honorifique.
Et quand vient les anniversaires, les commémorations de cette guerre, on a très envie de les célébrer. Mais pour la communauté nationaliste, pour les catholiques, c'est un peu différent. Beaucoup d'hommes se sont portés volontaires pour la guerre. Mais une fois qu'ils sont rentrés, ils se sont vus retirer une part de leur propre territoire. Donc pour eux, cette guerre, c'est quelque chose d'assez honteux. Ils cherchent à avoir des excuses avant tout. Donc on voit qu'il y a deux manières assez différentes de comprendre et d'appréhender les choses. Donc qu'est-ce qu'on fait au moment des commémorations? Est-ce qu'on présente des excuses ou est-ce qu'on célèbre ces faits? Et à la sortie de votre livre, le Guardian, le grand journal anglais-écossais, avait écrit l'avait présenté comme se déroulant dans une ville de Belfast, trapped in an anticlimax, c'est-à-dire quelque chose comme englué dans une espèce de routine, un peu au creux de la vague, si vous voulez, étant donné qu'on était à une quinzaine d'années après comme si on avait été à une quinzaine d'années après la fin du conflit nord-irlandais, dans une situation de routine, d'une espèce de calme ou d'attente larvée. Et alors déjà, je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec cette description de la Belfast que vous faites à l'été 2014. Yeah, to some extent, yes. I don't know that anticlimax is the right word, but maybe stasis. And I've written a lot recently about Northern Ireland as a place that is stuck and hasn't moved forward. There is no traction there. So in 1998, we had the peace agreement, the Good Friday Agreement, and there was a hope that things would change dramatically in Northern Ireland, and they did. For a while, it was wonderful. The bombs stopped. It felt much safer to be there. Tourists came to visit us, and that would have never been seen before. Nobody came on holidays to Belfast. You'd have been mad. So things felt like they changed. I think the problem was that nothing was really agreed with the Good Friday Agreement because we have the same problem. Half the people want to be Irish and half the people want to be British. And you cannot satisfy two groups fully who want binary different outcomes. So we have sort of muddled along for 24 years in this just pretending everything's okay. You can be Irish if you want, I'll be British, we'll agree to differ and get along. But then Brexit happened. Everybody goes, Brexit. Shall I pause there, Orly? It was another question, the Brexit. Yeah, keep. Oui, d'une certaine façon, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit le Guardian. Après, je ne sais pas si cette anti-climax est vraiment le meilleur mot. Moi, j'aurais peut-être dit stase. En fait, en tout cas, j'entends aussi souvent dire que l'Irlande du Nord est effectivement comme engluée, qu'elle n'arrive pas à aller de l'avant, comme s'il n'y avait pas de force vive, comme s'il n'y avait pas d'élan là-bas. En 1998, il y a eu les accords du Vendredi Saint et ça a donné un grand espoir de changement. Alors, du changement, il y en a eu. Les bombes se sont arrêtées. La ville est devenue moins... Il y a eu moins d'insécurité. Les touristes ont commencé à venir aussi, alors qu'avant, personne ne venait en vacances en Irlande du Nord. Donc, les choses ont changé, mais en même temps, ces accords n'ont rien fixé. Il n'y a pas eu de réelle entente entérinée avec ces accords, puisqu'il y a toujours la moitié de la population qui souhaite être irlandaise et l'autre moitié qui souhaite être britannique. Et ça semble compliqué de pouvoir concilier et donner satisfaction aux deux groupes. Donc pendant 24 ans, on a fait comme si tout allait bien. Vous pouvez être irlandais si vous voulez, je peux choisir d'être britannique si je le souhaite. Et pourtant, récemment, il y a eu en plus le Brexit. Donc, and I think what Brexit did, it was a kind of wake-up call. And it suddenly said, you need to decide which side you're on. Are you British? Are you Irish? Where is the line drawn around the border? And it felt like things suddenly became very serious. And for a lot of us, we realised in that moment that we hadn't made as much progress as we should have.
So some very basic things, and this is shocking, but 91% of schools in Northern Ireland are still segregated into Protestant and Catholic. Now, that's not a choice. Different curriculums, different teaching, training schools. So our children are growing up in segregated education. There is a giant wall down the middle of Belfast which separates the Protestant working class housing from the Catholic working class housing. There's more of that wall now than there was in 1998. It hasn't come down, they've built more of it. So if you think about that, if you are a young person who grows up in a working class area, you could get to 16 and leave school without ever having met anyone who's different from you. And you don't have to be a genius to know that that's where prejudice comes from, that's where fear comes from. And I'm 42, I'm an adult. I feel complicit in that. I feel I should have done more to fight for the segregation to stop. And Brexit has been a wake-up call for a lot of us in that regards. Alors je dirais que le Brexit a tiré un peu la sonnette d'alarme chez nous et ça nous a forcé un peu à décider de quel côté on se plaçait. Est-ce qu'on est plutôt britannique, irlandais, où se situe la limite et la frontière. Donc les choses sont devenues quand même très très sérieuses et on s'est rendu compte que finalement on n'avait pas tellement progressé que ça depuis la fin des conflits. Quelque chose de très très simple. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a encore 91% des écoles qui subissent la ségrégation religieuse. Donc on a des écoles protestantes et des écoles catholiques avec des programmes différents, des manières d'enseigner différentes. Et il faut savoir aussi que Belfast est traversé par un grand mur qui sépare la classe ouvrière protestante de la classe ouvrière catholique. Et si vous êtes un jeune de la classe ouvrière, vous pouvez très bien quitter l'école à 16 ans sans jamais avoir rencontré quelqu'un qui soit différent de vous. Et il n'y a pas besoin d'être un génie pour savoir que c'est de là que naissent les préjugés, c'est de là que naît la peur aussi. Moi, j'ai 42 ans, je suis adulte et pourtant j'aurais aimé avoir fait plus et me battre encore plus contre cette ségrégation. Et je pense que vraiment le Brexit nous a réveillés pour ça. Il y a alors bon, on a parlé du cadre de Belfast, mais c'est un roman qui se déroule avant tout autour de deux personnages principaux, qui sont deux hommes d'âge différents. D'un côté, le Dr Murray, et de l'autre côté, Sammy Agnew, qui sont tous les deux pères. Le Dr Murray est le père d'une très jeune petite fille qui a quelques mois au début du livre. Et l'autre, par contre, est le père de 3 enfants, dont l'aîné vit toujours chez lui, alors que tous les enfants sont partis. Mais l'aîné continue à vivre à la maison alors qu'il est adulte, c'est un jeune adulte. Et ces deux pères sont vraiment... le docteur est obsédé par l'infinifiance et l'absurdité de sa vie. Il a été élevé par des parents extrêmement froids, qui n'avaient aucune affection pour lui. Et l'autre est obsédé par la violence qu'il a vécue, qu'il a exercée, qu'il a pratiquée dans sa jeunesse, justement pendant les Troubles. Et tout le livre va tourner autour de leur rapport à la paternité. Alors le livre commence vraiment les pieds dans le plat par le monologue du Dr Murray qui parle à sa fille et qui lui explique à quel point elle lui fait peur, à quel point il est terrorisé, à quel point la peur qui avait toujours été présente dans sa vie est devenue maintenant omniprésente et pour d'autres raisons. Et par contre, Sammy soupçonne son fils qui est resté à la maison d'être le jeune homme inconnu qui sur YouTube fomente la révolte et qui est l'instigateur, qui semble être l'instigateur de ces feux de joie sauvages qui sont en train d'enfammer Dublin. Alors, Belfast, pardon, sorry. Je savais que j'allais la faire à un moment ou à un autre. Heureusement, vous êtes attentive. Et donc, la question qui est absolument évidente, c'est pourquoi dans votre livre est-il si difficile d'être parent non seulement, mais père plus particulièrement? Okay. That's a good question.
I think I wanted to write a book which wasn't necessarily about fatherhood, but was about kind of the fears and of what we might pass on to the next generation. So essentially it's a book about legacy. And I include myself in that. I'm not a parent, but I feel responsible for the next generation that comes out of Northern Ireland, that we pass something good on to them. And I guess it's a book which raises that very old question of are bad traits, are they inherited or are they nurtured in our children? You know, is Sammy's child violent because he was violent, or is he a product of the world that he has grown up in that has made him violent? And that's a very old question that literature has been wrestling with for a very, very long time. So that was the big question that I was thinking about here. It could easily have been two mothers. I think it's particularly pertinent, however, that it is men, because I don't know if it's the same in France, but in Northern Ireland, we have a generation of men who struggle to talk about what they've been through. They can't articulate their trauma. And so I meet a lot of these men who have seen really difficult things and sometimes have done really difficult things, and they don't know how to talk about it. So it's also a book about the silence of men and how unhealthy it is to have men who are incapable of expressing themselves. Alors c'est une très bonne question. Je voulais écrire un livre, pas particulièrement sur la paternité, mais sur les peurs, sur ce qu'on transmet aux générations futures, sur la question de l'héritage, et moi y compris, même si je ne suis pas parent moi-même, je me sens tout à fait responsable de ce qu'on transmet en fait aux générations à venir, et que ce soit le meilleur qu'on leur transmette. Donc il y a une question qui se pose, c'est est-ce que disons les mauvais comportements sont quelque chose qu'on hérite, c'est un comportement congénital, ou alors est-ce que au contraire on devient comme ça parce qu'on est le produit du monde dans lequel on grandit? Et c'est la question aussi que je pose à travers le fils de Sammy. C'est une question avec laquelle je me débat depuis assez longtemps. Alors ça aurait pu être deux mères, c'est sûr, mais le fait que ce soit des hommes, je ne sais pas si c'est la même chose en France, mais il y a chez nous, les hommes ont beaucoup de mal à parler de ce qu'ils ont traversé, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vécu, des choses difficiles qu'ils ont pu aussi bien voir que perpétrer eux-mêmes. Et ils ont parfois beaucoup de mal à en parler. Donc c'est aussi un livre qui traite de ça, la difficulté de parole, du silence des hommes qui ont du mal à s'exprimer. On a parfois l'impression même que c'est tout le langage qui pose problème, puisque donc il y a la fameuse phrase « ça c'est Belfast, ça c'est pas Belfast ». Mais deux lignes plus bas, vous écrivez « il faut appeler un chat ». Alors, je ne sais pas quelle est l'expression en anglais, mais... par ailleurs, il y a un long passage aussi quand quand Jonathan raconte son enfance. Il y a un long passage sur le problème du nom, parce qu'il y a posé comme un problème de s'appeler Jonathan et de ne pas pouvoir avoir le droit de s'appeler Johnny. Et il y a également tout un tas de situations où on sent que le langage lui-même résiste. Il y a la jeune fille, le petit bébé à qui il ne faut pas parler. Et il y a tout un tas de figures symboliques. Et puis évidemment, le pouvoir de la voix et de la parole, qui sont, pour des raisons qu'on ne peut pas forcément expliquer tout de suite, qui sont vraiment centraux dans le livre. D'où ma question, est-ce que ce n'est pas le langage en lui-même qui est problématique finalement? Qu'est-ce qu'on a pu vivre auparavant? I don't think language is the problem. I think it's how we use language which is the problem. If I was in full flow, you could hear that the Northern Irish language is the weirdest, like most creative. We make all sorts of amazing words up that my translator hates because she has to try and find a French version of them. So the language is there, and it's a good language. I think that
it has not been modeled to us well how you use language. So I grew up in a fundamentalist Protestant religious family where language from the pulpit, the minister on Sunday, was angry. It was full of rules. There was no metaphor, no allegory, no beauty in it. It was just like being beaten down. And if any of you have ever experienced Ian Paisley or seen footage of Ian Paisley talking, that's what I grew up with. And it's how a lot of our politicians talk now. They think that you can convince someone to change their mind by shouting at them really loudly. I think Donald Trump thought that as well. And so we've grown up with this language or use of language modelled to us, which is inflexible, mostly angry, and not open to dialogue. I'll pause there for a second. Alors je pense pas tant que ce soit le langage le problème que la manière dont on l'utilise. Si vous m'entendiez parler comme je parle tous les jours quand je suis en Irlande du Nord, vous pourriez vous rendre compte à quel point c'est une langue absolument étrangement créative, qui a cette capacité incroyable à inventer des mots. Et d'ailleurs, quand je suis traduite en français, souvent je me fais tirer les oreilles parce qu'il faut trouver des équivalents en français, c'est pas toujours très facile. Mais effectivement, on peut modeler ce langage. Et moi, j'ai grandi dans une famille protestante fondamentaliste. Donc, la langue que j'entendais, c'était la langue de prêche du prédicateur le dimanche, qui avait un ton très solennel, très en colère, mais aussi très direct. Il n'y avait pas de métaphore dans son discours, pas d'allégorie. C'était juste des séries d'injonctions. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un prêcheur comme Ian Paisley qui parle, mais enfin c'est un peu l'idée. On vous vocifère des injonctions dans les oreilles, et c'est un petit peu ce que font aussi les politiciens de nos jours. Ils parlent fort pour vous enfoncer leurs idées dans le crâne, un petit peu à la Donald Trump aussi. Et là, c'est une utilisation particulièrement inflexible et assez fermée au dialogue du langage. So I think that one of the undervalued things that has been used in Northern Ireland to bring about the peace process is art, because art talks a different kind of language. Art says that we could both look at that painting and see different things and both be right. And it allows us to speak into nuance and speak into grey areas. It allows us to sit in our difference, to think very different things and still remain friends. There's a flexibility to language when you begin to approach art. And so I've been working in community arts for 24 years now, bringing groups together around writing projects and trying to undo some of this bad use of language and allow people to have opinions. That's really dangerous in Northern Ireland, to have an opinion and to not always have to think, what does everybody else think about this? Those things, I think, are really powerful, and they allow us to come together around language, see language as something fluid, creative, full of metaphor, all of the things that you people who read books know that language can do. A lot of people in Northern Ireland don't know that. They just think language is something you batter people with. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été largement sous-évalué en Irlande du Nord dans le processus de paix, et c'est l'art. Parce que l'art nous permet de parler une langue différente. On peut voir une peinture et chacun y verra quelque chose de différent, et on peut tous avoir raison dans tout ce qu'on voit dans cette peinture. Il peut y être question de nuances, de zones d'ombre, et on peut penser des choses très différentes et pourtant rester amis. Donc je pense que
grâce à l'art, la langue est beaucoup plus flexible. Et ça fait à peu près 24 ans que je m'implique dans différents projets et des projets, des ateliers d'écriture, etc. Et je conseille toujours aux gens de passer par cette langue artistique parce qu'elle permet aussi d'avoir des opinions. Et c'est pas quelque chose de dangereux que d'avoir des opinions. C'est bien de livrer ses pensées sans réfléchir à ce que les autres vont pouvoir en penser. Donc c'est vraiment un pouvoir très très fort que celui de la langue de l'art, qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus créative, pleine de métaphores. D'ailleurs, vous-même, vous lisez des livres, vous le savez bien, alors que en Irlande du Nord, on considère souvent la langue comme quelque chose quelque chose avec laquelle écraser les gens. On apprend assez rapidement dans le livre, aux alentours de la 100e page, qu'en fait le petit bébé, la petite fille qui est née à Jonathan est le fruit de sa liaison de quelques mois avec ce qu'il faut bien appeler une femme sirène, une créature fantastique, pas vraiment humaine, qui n'avait pas une queue de poisson, mais qui avait des pieds qui n'avaient l'air de n'avoir jamais servi à rien et qui vivait tout le temps dans la baignoire. Donc on a l'intrusion assez brutale dans ce qu'on pensait être un roman très réaliste d'un élément complètement irrationnel. Et ça va se confirmer plus tard dans le livre par la relation des aventures de ce qui est appelé à Belfast les enfants infortunés, c'est-à-dire tout un tas d'enfants qui ont quelque chose qu'il faut bien appeler des pouvoirs spéciaux, pas forcément agréables à vivre. Donc il y a le petit garçon qui est né avec des roues aux pieds, il y a la petite fille qui a des ailes, il y a la petite fille qui se transforme en bateau, il y a celui qui peut lire l'avenir, etc., etc. Et pour nous, lecteurs français, c'est vrai que c'est pas évident de rattacher un roman anglo-saxon, même s'il y a finalement des exemples en y réfléchissant en précédent, de rattacher un roman anglo-saxon à ce qu'il faut bien appeler l'école du réalisme magique, qu'on en voit plutôt en général en Amérique du Sud ou dans je sais pas, la tradition juive, par exemple. Alors, je m'attendais à un livre sur la paternité, un livre sur la violence à Belfast, et en fait, je me retrouve avec un livre sur la paternité, un livre sur la violence à Belfast, mais aussi une espèce de conte merveilleux, au sens premier du terme. Et je voulais savoir à quoi vous servez dans votre narration, dans votre art d'écrire, à quoi vous servez ces figures irrationnelles. Et l'emprunt à l'imaginaire, bien sûr. So I'm so sorry, people of France, but I am a magical realist. And I probably always will be. So I completely understand if I have to leave now. We are the same. In Ireland, we have particularly in the north, have a very strong tradition of realist writing. And you're absolutely right to say that magical realism tends to come from Latin America, maybe Eastern Europe, Africa, yes, and Jewish tradition. But what you might not know is that magical realism is most strongly linked to post-colonial places, so places that have a dark history of empire. I think we have that in Ireland. So it shocks me that there's not more work that is coming out with a magical edge to it, especially understanding that Ireland has such a rich tradition of oral storytelling around Celtic mythology. So people understand the symbols and the metaphors of giants and Selkies and banshees and all of those things. So to me, it felt very natural to write within that tradition. Shall I pause there, Orly? There's a lot in that. Alors oui, pardonnez-moi, mais j'apprécie et j'écris du réalisme magique. Je suis désolée, je le ferai toujours. Peut-être que vous allez me demander de sortir, mais après, il faut savoir que c'est un peu pareil en fait en Irlande et surtout en Irlande du Nord. Y a l'écriture réaliste est très prégnante. Donc vous avez raison de dire qu'a priori on s'attend à ce que le réalisme magique vienne plutôt d'écrivains d'Amérique latine ou d'Europe de l'Est, d'Afrique,
de tradition juive. Mais il faut savoir que le réalisme magique a pris, surtout dans les lieux postcoloniaux qui ont été sous le joug d'un empire. Et je pense que c'est un peu notre cas à nous en Irlande du Nord. Donc je suis assez choquée, je pourrais dire qu'il n'y ait pas plus de livres qui ont recours au réalisme magique, parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a une forte tradition orale en Irlande, de par la mythologie celtique notamment. Et les Irlandais ont l'habitude de ces créatures symboliques comme les géants, les banshees, tous ces êtres un petit peu féeriques. Donc je trouve ça naturellement, en tout cas, d'écrire et de m'inscrire dans cette tradition-là. So the two main reasons that I'm a magical realist, oh no, there's three. I also have too much imagination. But the other two reasons are I write within that socio-political tradition of magical realism that you'll be familiar with Gabriel Garcia Marquez, Günter Grass, Salman Rushdie. And all of those writers knew that to throw in a supernatural element would make the reader wake up and pay attention and begin to think, what does this mean? And really wrestle with the context of it. Sometimes people think that they've read all the stories about Northern Ireland that they need to read. I need to write something that makes my readers wake up, and the magical element does that. The second reason that I write like this, and I don't mean this as any disrespect to anyone, but I grew up on the Bible. The Bible was my first storytelling text. It's where I learned how to tell stories. And the Bible is the world's best magical realist text. It's set in the real world, and then some weird stuff happens. So if you give a child a lot of Bible teaching early on, especially the book of Revelation, there's a lot of weird stuff in there. I don't think it's very shocking that they will start to tell stories like that. And I don't know if anyone has done a piece of academic thinking about the Bible as magical realism, but I think there's lots of grounds for it. Actually, someone did, and I can show you the book at the bookstore after. Pardon. Non, pardon, c'est oui. Je lui disais que si ça s'était fait, je pensais à la Bible Bayard, qui avait été une retraduction en 2000 de la Bible par des écrivains français contemporains, et quelque part ça touchait au réalisme magique. Et donc alors il y a deux raisons qui font que j'ai aussi recours au réalisme magique, enfin trois. La troisième, c'est que j'ai beaucoup d'imagination, mais disons que la première raison, c'est que j'appartiens à la tradition du réalisme magique sociopolitique, un peu comme Gabriel Garcia Marquez ou Salman Rushdie, qui sont des auteurs qui veulent réveiller leurs lecteurs, leur faire poser des questions, réfléchir un petit peu au contexte. Et il y a des gens qui pensent avoir tout lu et tout savoir sur l'Irlande du Nord. Moi, je cherche aussi, du coup, à réveiller mon lecteur par le réalisme magique. Et puis la deuxième raison aussi, c'est que le premier livre de réalisme magique auquel j'ai eu accès, c'est la Bible. Finalement, c'est quand même le texte, le meilleur exemple de réalisme magique auquel je puisse penser. C'est une histoire qui se passe dans notre monde, et pourtant il arrive des événements complètement incroyables, notamment dans le livre des Révélations, le livre de l'Apocalypse. Je ne sais pas si quelqu'un a fait des recherches universitaires ou a écrit des articles sur la Bible en tant que représentante du réalisme magique, mais et apparemment ça a été fait. Donc je pense que vous l'avez compris, c'est un livre qui est quand même assez éprouvant, qui décrit une situation de violence qui est extrêmement tendue. Hein. Votre art vous permet de nous plonger dans des états de malaise au fur et à mesure que se déroule la narration, parce que cette violence ambiante dans Belfast, parce que ce regard extrêmement inquiet, peut-être même anxieux, non pas sur la paternité, j'ai bien compris, mais sur la parentalité. Pour autant, vous faites assez fréquemment recours à l'humour, et d'une manière assez surprenante. Il y a des éclats d'humour, soit des réparties très très drôles, soit des situations qui relèvent parfois presque des Monty Python. On croirait l'histoire de l'office de tourisme Dublin qui essaie de la faire la ville des amoureux en payant des faux amoureux de Belfast.
dead to me now. Je ne pensais pas que j'allais le faire 2 fois quand même. Et donc je voulais savoir, l'humour est une de vos armes aussi. Vous vous en servez, j'imagine, pour faire passer un petit quelque chose en plus, pour ne pas nous noyer complètement sous le désespoir. I don't know whether I want to talk to him any longer. That's twice, once could be excused, twice is terrible. I don't use humour as a weapon. I use humour the opposite way, and it's a very Irish thing to do. And I think it comes from Irish hospitality. Bear with me on this. Irish people live, breathe, and exist to make everybody else feel comfortable. If you've ever been in a lift, l'ascenseur, oui? See, I can speak a little French. If you've ever been in a lift with an Irish person, they can't be quiet. They have to talk and make you feel at ease. They're always friendly. They're always, come into my house, have some food. Do you like the curtains? You can take the curtains home with you. They're always like that. And so when something sad or difficult or troubling happens, we need to return the status quo to everything has equilibrium. We need to make people feel comfortable again, and that's how we use humour. So you'll see it in lots of Irish writers. Dark, difficult thing, humour. And it's not a weapon, it's to make the reader feel at ease again, I think. It's okay, you can keep reading. We're still on your side, and I actually think it's a really lovely thing that occurs in Irish literature, and I'm not sure if it happens in other traditions as well. We're also like this in the pub. After 4 or 5 pints, we do the same thing. Bon, je sais pas si je vais continuer à répondre à ces questions, parce que bon, une fois ça passe, 2 fois... en tout cas, j'utilise pas l'humour comme une arme. Je dirais que c'est plutôt l'inverse. C'est quelque chose de très très irlandais. Ça touche à l'hospitalité. Faut savoir que les Irlandais vivent et existent profondément pour rendre les autres heureux et pour les mettre à l'aise. Je sais pas si vous avez déjà pris l'ascenseur avec un Irlandais, mais il peut pas rester silencieux. Il faut qu'il parle pour vous mettre à l'aise. Bien souvent, il finit par vous inviter chez lui, vous proposer à manger, et puis même t'aimes les rideaux, et ben écoute, si tu les aimes tant, vas-y, tu peux les prendre, emmène-les chez toi. Donc, dès qu'il se passe quelque chose de triste, de difficile, le retour à cet état initial, à cet équilibre, ce confort, et ben ça va passer par l'humour. Et donc c'est pour ça aussi que les écrivains irlandais peuvent vous raconter des choses très très sombres, et puis tout d'un coup vont faire surgir l'humour pour que le lecteur se sente à l'aise à nouveau et pour qu'il continue sa lecture. Et moi, ça, c'est un aspect de la littérature irlandaise que j'adore. Et puis c'est aussi un truc qu'on fait dans les pubs après 4-5 pintes. L'humour, c'est... I also have to say this, my next book, The Raptures, which is coming out in French in January, is about a mysterious illness that sweeps through a village where there's lots of extremely religious Protestants and 13 children die, but it's also very funny. And my publisher keeps saying, can you please tell people that it's also funny, Jan? Because in the middle of a pandemic, nobody wants to read about 13 Presbyterian children dying in the middle of the Troubles. So I don't know if anybody has read writers like Flann O'Brien or contemporary writers like Kevin Barry is a master of the dark humour. And it's not something that we learn, it's just you get it at birth in Ireland. You have to be able to laugh at things, but if other people laugh at us, if you come to our city and mix it up with Dublin, death to you. So we're allowed to tell the jokes, but no one else can tell the jokes. Alors mon prochain livre qui s'appelle Rapture, le ravissement, et qui va paraître en français en janvier,
parle d'une maladie étrange qui se répand dans un village extrêmement protestant. Il y a 13 enfants qui vont mourir. Mais sachez que ce livre est aussi très drôle. Et c'est ce que me dit souvent mon éditeur. Mais n'oublie pas de dire à tes lecteurs que ton livre est drôle, parce que là, en pleine pandémie, lire l'histoire de 13 enfants qui meurent pendant les conflits, c'est un peu pesant. Mais bon, je ne sais pas si vous connaissez des auteurs comme Flann O'Brien ou même plus récemment Kevin Barry, qui est un maître de l'humour noir. Faut savoir que c'est un trait typique chez nous, les Irlandais. Alors on aime rire des choses. Par contre, si on vient chez nous et qu'on commence à rire de nous, qu'on nous fait des petites blagounettes sur Dublin, alors là, mort à vous. Nous, on peut dire des blagues, mais pas vous. Bon, je crois que c'est bien le signe qu'on va respecter la tradition, n'est-ce pas, qui est de vous laisser pendant un quart d'heure le micro, puisque moi, je suis un peu ruiné là. Non, sérieusement, il est de tradition de laisser de vous confier le micro si vous voulez pour poser des questions pendant un quart d'heure, mais sinon j'ai encore d'autres questions à poser. Alors, est-ce que quelqu'un veut poser une question à Jan Carson? Can I ask, is there any Irish people in the audience? Est-ce qu'il y a des Irlandais ici? Ah, I knew there's always one. Yeah. There's two. Vous voulez le micro? Vous voulez le micro? You want the mic? Est-ce que nous avons des questions? Non? On continue? D'accord. C'est cette histoire de... Oh, I think there's one right at the back. Yay, I can see your hand right at the back. Really? Je voulais vous demander si vous lisez des auteurs français contemporains et lesquels. Yes, I do. I am stuck at the minute in a real Annie Ernaux phase, so I've been furiously reading her essays and really enjoying them. I'm terrible with remembering names, but I really loved a book 2 years ago called Gratitude in the English by Delphine someone or other. Les Gratitudes de Delphine de Vigan. Yeah, it was a beautiful book. Yeah, I really enjoyed that. I really enjoyed a book which was called Heatwave in English. It's a young French male writer. This has become interactive, audience and person on stage. But yes, I read a lot of French authors. I just amn't very good at remembering all of their names. And I'm reading at the minute the French author who just won the Dublin Literary Award. I'm looking at the bookseller in the room to... Quel prix il a gagné? Which prize did he win? C'est this. Ah, yes. Yeah. C'est l'art de perdre d'Alice Zeniter, oui. This is a prop that I keep in my bag. If I was in Spain, I would have pulled a Spanish author out of the bag. No, I made a point 2 years ago when I started being translated myself, and I realised that my reading was terribly Anglo-centric. So I now read 1/3 of the books I read every year are in translation, some from France, some in Spanish, some in Eastern European languages, and it has really expanded my reading. And it's also been a joy to get to read with other French writers. So I got to read with Philippe Besson this morning, which was a real joy. So it's part of the privilege of being translated is that you get to experience other people's worlds and other people's literature as well. And I'm very humbled by that. But if anyone has recommendations for French magical realism, I will take it. I have read some. There is some out there.
Sorry. Alors j'ai beaucoup... Annie Arnaud. Annie Arnaud, yeah. Alors j'ai pas mal traîné sur l'essai de Annie Arnaud, mais que j'ai beaucoup apprécié. Voilà, je suis restée un petit moment engluée dans cette lecture, mais j'ai du mal à me souvenir des noms. Je sais que il y a 2 ans, j'ai lu un livre aussi, La gratitude de Delphine de Vigan. Il y a un autre livre par un jeune auteur français aussi qui s'appelle La vague de chaleur, Heat Wave. Et je lis pas mal d'auteurs français, mais j'ai toujours du mal à me souvenir des noms. Là, en ce moment, je suis en train de lire l'ouvrage de celle qui a gagné le Dublin Literary Award, donc Alice Zeniter, L'art de la perte, L'art de perdre. Et il y a 2 ans, en fait, quand on a commencé à me traduire, je me suis rendu compte que je lisais beaucoup d'ouvrages très anglo-centrés, et depuis, en fait, je me suis donné comme règle de lire qu'un tiers des livres que je lis soient des traductions, donc que ce soit des traductions d'œuvres françaises, espagnoles ou d'Europe de l'Est, et ça a vraiment élargi mon panorama de lectrice, et c'est vraiment une grande joie de lire ces ouvrages. Comme ce matin aussi, j'ai pu discuter avec Philippe Besson, et je sais que je vais bientôt m'atteler à ces ouvrages. C'est un des privilèges du fait d'être traduit et des traductions, c'est qu'on peut faire l'expérience en fait des mondes des autres personnes, et c'est quelque chose qui me rend très très humble moi-même. Et donc, en tout cas, si vous avez des conseils de lecture de romans français où intervient du réalisme magique, je serais ravie de les lire. Comme ça, moi, je n'en ai pas qui me viennent. Vous avez d'autres questions à poser, peut-être? Oh, oui. There's one. Yay. Donc vous avez dit que ça fait 2 ans que vous êtes traduite dans d'autres langues, et je voulais savoir si vous remarquez une différence dans les questions qu'on vous pose en Irlande et dans d'autres pays, enfin, ce genre d'événements. In France, people seem to take writers much more seriously, and you're much more respectful to me than I get in Ireland, which I really like. I guess French readers are, I'm not just saying this because we're in France, but French readers are incredibly intent. You're very careful readers. And so after a reading in Ireland, people will come up to you and say, I really enjoyed your book, or I really didn't enjoy your book. In France, they come up and they say very specific things, like, I really enjoyed this section, it reminded me of this, or your work resonates with this writer. And I really appreciate that, to have a readership that are intentional, that are careful, that are respectful of the literature is really important. And I'm going to come and live in France for 4 months in October. So I'm moving to Nancy for 4 months to write my next book. And part of that was just because of the lovely reception I've had here. So I think I've been to France 6 times in the last year, and they've all been really lovely experiences. So can I be French, please? Bien, les contraintes du marathon des mots, oui. Je vais juste traduire la réponse, et puis après on clôture. It's very professional here. Alors je dirais qu'en France, on considère les écrivains avec plus de sérieux et plus de respect qu'en Irlande. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et je trouve que le lectorat français, je dis pas ça simplement parce que je suis en France, c'est un lectorat très attentionné, parce que souvent en Irlande, après une lecture, les gens viennent me voir et me disent « J'ai beaucoup apprécié votre livre » ou « J'ai beaucoup apprécié le passage qui a été lu » ou pas. Là où en France, on va me faire des remarques toujours plus précises. On va me dire, j'ai beaucoup apprécié cette section qui me fait penser à ceci, ou qui me fait penser
au style de tel autre écrivain. Donc il y a une vraie attention qui est portée par les lecteurs français. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et you've lived or you're gone? I'm going to live in October. Ok. Et donc, je vais vivre en France en octobre prochain. Je vais passer 4 mois en France pour écrire mon prochain livre. Et en fait, ce choix est né du fait de la réception, l'accueil incroyable que je reçois ici en France. Je suis venue à peu près 6 fois ces dernières années. En fait, s'il vous plaît, je voudrais être française. Ça nous ferait très plaisir que vous soyez française, mais on aime beaucoup que vous soyez irlandaise aussi. Merci beaucoup. Comme j'allais le dire beaucoup trop tôt, les contraintes du marathon étant ce qu'elles sont, on va être obligé de mettre un point final à cette rencontre. Mais je vous remercie de votre présence. Et puis surtout, je remercie énormément Diane pour sa disponibilité, son humour, sa patience avec moi et d'être là. Et pour son livre, bien entendu. C'était l'autrice Jane Carson autour de la présentation de son roman traduit en français par Dominique Goy-Blanquet, Les Lanceurs de Feu, paru chez Sabine Vespizer, enregistré à la librairie Ombre Blanche le 28 juin 2022 à l'invitation du Marathon des mots à Toulouse et réalisé et mise en onde par Radio Radio.